Bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. Dans le Café de l'INAS précédent, nous nous sommes intéressés aux pratiques de gestion des comportements au niveau classe par des enseignants novices. Nous poursuivons ce thème aujourd'hui en nous intéressant à la gestion des comportements, mais au niveau école et notamment aux pratiques des directeurs adjoints. Pour cela, nous recevons Morgane Van de Voort. Bonjour Morgane. Bonjour Christophe. Donc Morgane, tu es directrice adjointe dans un Athénée. C'est bien cela. Et tu viens de recevoir le prix Éducation décerné par l'administration générale de l'enseignement pour ton mémoire de master. Celui-ci porte justement sur les pratiques de gestion des comportements déclarées par les directeurs adjoints. Nous recevons également Marie Boquillon. Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Marie, tu es première assistante au sein de l'Institut d'administration scolaire et directrice de ce mémoire. Tout à fait. Morgane, pourquoi t'être intéressée aux pratiques déclarées des directeurs adjoints ? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que la gestion des comportements dans une école est fondamentale et que celle-ci permet en fait d'instaurer des conditions de travail et d'apprentissage propices pour justement faire réussir la plupart des élèves. Et quel est le rôle du directeur adjoint dans cela ? Et donc, le directeur adjoint dans une école secondaire, en fait, a une fonction première. Sa fonction, c'est vraiment de réguler les comportements et donc de veiller à gérer les comportements des élèves pour justement installer ce climat propice aux apprentissages. C'est donc au cœur de sa fonction, si je comprends bien. Tout à fait. Et donc, il doit vraiment faire en sorte que tout se passe bien, qu'il doit installer un climat positif avec les élèves, avoir une relation positive avec les élèves, pour pouvoir que ces élèves ainsi que les membres du personnel se sentent bien dans l'école et apprécient venir à l'école aussi. Tu évoquais une deuxième raison, il y avait une deuxième raison pour laquelle tu t'es intéressée au directeur adjoint ? Eh bien, en fait, je me suis intéressée parce que moi-même, je suis directrice adjointe et que, par ailleurs, la fonction est très peu étudiée. Donc, pour moi, c'était l'occasion d'investiguer la fonction. J'ai compris aussi que le profil de fonction n'a plus évolué depuis un petit temps, que le profil se focalise vraiment sur la notion disciplinaire, alors qu'il y a vraiment d'autres champs à explorer, beaucoup plus positifs, comme le bien-être à l'école, l'accrochage. Et en fait, toutes ces notions font partie du pacte pour un enseignement d'excellence. Si je peux me permettre de replacer aussi cette étude dans un cadre un peu plus large, en fait, cette étude que j'ai eu le plaisir d'encadrer s'inscrit dans un ensemble de travaux, notamment des recherches que j'ai menées dans le cadre de mon doctorat et de mon post-doctorat sur la gestion des comportements en Belgique et au Québec. Alors, dans le cadre de ces recherches, on se base sur un modèle théorique qui est la gestion de classe efficace et le soutien au comportement positif, qui est très intéressant parce qu'il propose une série de stratégies préventives, donc à mettre en place avant même qu'il n'y ait des problèmes de comportement dans une classe ou dans une école, et également correctives à mettre en place en réaction finalement à ces problèmes de comportement, à ces écarts de conduite, mais via une palette d'interventions variées et hiérarchisées, différentes de la punition, qui n'enseigne pas vraiment aux élèves ce qui est attendu d'eux. Ce qui est aussi fort intéressant dans ce courant-là, c'est qu'en fait, c'est basé sur la notion d'efficacité. Ça veut dire que les chercheurs sont vraiment allés concrètement mesurer dans des classes et dans des écoles les effets de ces stratégies sur la réduction du nombre d'écarts de conduite des élèves et sur l'amélioration du climat scolaire pour le rendre plus positif. Enfin, ici, l'originalité finalement de la collaboration que j'ai eu le plaisir de mener avec Morgane, c'est qu'elle s'est vraiment centrée sur le directeur adjoint et donc elle a étendu finalement nos travaux à cet acteur clé et fondamental de la gestion des comportements dans une école. Donc, si je comprends bien, tu as interrogé des directeurs adjoints concernant leurs pratiques déclarées, ce qu'ils déclarent mettre en œuvre pour gérer les comportements au sein d'une école. Quels sont les grands résultats de ta recherche ? Alors, donc, j'ai interrogé 10 directeurs adjoints par rapport à leur stratégie qu'ils opéraient dans leur école. Et cette analyse m'a permis de retirer en termes de résultats que, globalement, ils ne parlent pas, ils ne déclarent pas suffisamment d'interventions préventives. Donc celles qu'on met en place avant qu'il y ait des soucis comportementaux. Tout à fait. Et donc ces interventions préventives sont très importantes et devraient être beaucoup plus nombreuses que les interventions correctives.
À leur décharge, il faut savoir que le directeur adjoint arrive en seconde ligne, c'est-à-dire après les interventions des enseignants, après les interventions des éducateurs. Et donc, forcément, comme il arrive en deuxième ligne, ces interventions seront davantage correctives. Donc, je vais dire, par rapport à cela, si on peut nuancer, il répond à ses missions. On comprend dans le contexte de sa fonction, mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il doit s'arrêter au correctif ? Non, il ne doit pas s'arrêter au correctif, il doit vraiment penser au niveau préventif ce qu'il peut mettre en place. Et pour continuer au niveau des interventions correctives, en fait, elles sont globalement efficaces. Et leurs sanctions, puisqu'il y a des sanctions qui s'accompagnent généralement d'une intervention corrective, leurs sanctions sont aussi, je vais dire, ont une connotation positive, c'est-dire éducative. Elles ont du sens. Tu pourrais donner un exemple, par exemple ? Bien, par exemple, si un élève fait des graffitis, alors le directeur adjoint peut sanctionner l'élève en lui disant tu vas nettoyer les bancs et faire en sorte qu'il n'y ait plus de graffitis. Il y a d'autres interventions qui peuvent se faire. Une sanction, par exemple, si un élève, je vais dire, ne fait pas ses préparations, ne travaille pas à la maison, il peut être retenu à l'école pour pouvoir faire ses préparations. Et là, ça a du sens. C'est éducatif et ça lui apporte quelque chose. C'est donc en lien finalement avec l'écart de conduite qui a été commis par l'élève, c'est ça que tu veux dire ? Exactement. Donc plus la sanction corrective est éducative, a du sens, est juste, et plus elle sera acceptée par l'élève qui, de par lui-même, va comprendre que les écarts de conduite qu'il a menés ne sont pas corrects et qu'il doit donc corriger ces écarts. Si on peut se permettre d'ajouter un ou deux exemples concrets de résultats issus du travail de Morgane, un peu comme dans le précédent Café de l'INAS, les résultats indiquent que les directeurs adjoints, au même titre que les enseignants novices, déclarent présenter les règles aux élèves. Donc ce qui est attendu d'eux, les comportements positifs qu'ils attendent des élèves. Toutefois, ils ne déclarent pas les enseigner explicitement. Pourtant, les recherches dont je parlais tout à l'heure montrent que c'est vraiment très important, pas seulement de dire ce qu'on attend aux élèves, mais de leur enseigner, au sens de leur montrer concrètement le comportement qui est attendu d'eux et qui incarne certaines valeurs choisies pour l'école, et de les faire pratiquer aux élèves, par exemple via des jeux de rôle, et de leur donner de la rétroaction sur leur comportement. C'est fondamental finalement à des fins d'équité, parce que tous nos élèves ne sont pas égaux et n'ont pas la chance d'apprendre en dehors de l'école comment on se comporte dans le cadre particulier de l'école. Et finalement, c'est un petit peu faire de l'enseignement explicite des comportements au même titre qu'on enseigne la lecture ou les mathématiques à nos élèves. Dernier exemple concret de résultats, bien que de nombreuses stratégies correctives efficaces aient été déclarées, les directeurs adjoints interrogés ont moins déclaré ce qu'on appelle des stratégies indirectes, c'est-à-dire des choses moins intrusives que le fait d'interpeller directement un élève mettant en place un écart de conduite, mais par exemple des choses plus discrètes telles que s'approcher d'un groupe d'élèves en train de mettre un écart de conduite, mettre en œuvre un écart de conduite, ou encore le fait d'ignorer momentanément un élève en train de mettre en œuvre un écart de conduite mineur, tout en renforçant positivement un autre élève mettant en place un comportement plus positif. Ces stratégies-là, peu intrusives, sont très importantes, mais n'ont pas été déclarées ici par l'échantillon de répondants. Donc, si je résume, il y a des stratégies qui sont mises en place qui sont tout à fait intéressantes, qui sont en lien avec la littérature, puis des choses qu'on peut encore améliorer. Oui. Dans le café précédent, on s'était intéressé aussi aux sources d'informations qui influencent les enseignants novices en l'occurrence. Et on avait pu observer que c'était surtout l'avis des collègues, les réseaux sociaux, etc. Qu'en est-il des directeurs adjoints ? Eh bien, c'est à peu près similaire, en fait. Au niveau des directeurs adjoints, ils n'ont pas déclaré de sources, je vais dire, scientifiques. S'ils déclarent des sources écrites, il s'agit de décrets, de lois, donc d'un cadre très formel qui nous est imposé de par notre PO et l'organisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais je vais dire, donc, au niveau des influences, on peut parler beaucoup d'influences internes. Donc, comment fonctionne un collègue, comment est la culture de l'école, qu'est-ce qu'on attend du directeur adjoint. Voilà, donc en fait, c'est beaucoup plus, je vais dire, interne,
plus ce qu'on peut appeler l'expérience professionnelle personnelle que le directeur adjoint a acquis pendant qu'il est directeur adjoint, mais aussi lorsqu'il était dans ses fonctions précédentes, enseignant, par exemple. Oui, donc c'est vraiment son expérience à lui d'acteur de l'éducation. Tout à fait. Qui va nourrir sa pratique. Alors, à leur décharge, les directeurs adjoints, mais non pas, comme je l'ai dit précédemment, on a peu étudié leurs fonctions, on ne leur donne pas d'outils, ils n'ont pas de manuel, tel que me l'a dit un directeur adjoint. Et donc, quelque part, ils doivent trouver par eux-mêmes. Et aussi, il faut savoir que dans leurs fonctions, ils sont fort sollicités, ils sont le nez dans le guidon. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Et donc, ils n'ont pas spécialement le temps de commencer à examiner ce qui est efficace, d'aller voir, de lire, de s'intéresser à la recherche, parce que, quelque part, ils sont toujours dans de multiples tâches et à résoudre parfois des problèmes dans l'urgence. Tout à fait. Marie, quelles sont les pistes que l'on peut dégager de ces travaux ? Alors, une première piste, en fait, ce serait de déconstruire un mythe selon lequel, finalement, on est presque bon directeur adjoint ou mauvais directeur adjoint en termes de gestion de classe, un peu comme si on faisait preuve naturellement d'autorité et de charisme. Comme pour les enseignants, finalement. Finalement, c'est un peu la même chose. Et finalement, l'idée, c'est plutôt de se dire que non, il existe une palette de stratégies mises à jour par des recherches de terrain auxquelles, qu'on soit enseignant ou directeur adjoint, finalement, on peut se former patiemment. Et donc, finalement, on finit par mettre en place une bonne gestion des comportements, grâce sans doute en partie par l'expérience, mais aussi par le fait de se former patiemment à cette palette de stratégies. Et donc finalement, la deuxième piste, ce serait de proposer des formations, notamment à la gestion des comportements efficaces, à ces acteurs fondamentaux que sont les directeurs adjoints. Et donc ça mettrait en avant davantage les stratégies dont on vous parle depuis tout à l'heure, des stratégies essentiellement préventives et positives qui sont encore parfois peu connues, notamment dans le milieu francophone, parce que ce sont des recherches essentiellement anglo-saxonnes dont on vous parle depuis tout à l'heure, mais aussi des stratégies correctives et éducatives différentes de la punition qui n'enseignent pas réellement le comportement attendu. Et donc, par rapport, il y a aussi d'autres pistes. Une troisième piste serait de développer forcément des outils pour les aider à gérer les comportements des élèves, donc des outils. Mais comment les créer? Alors, il faudrait, sortir les directeurs adjoints de leur école, puisqu'ils sont toujours, en vase clos et fonctionnent, de manière individuelle, ou même avec les membres du personnel, mais restent dans leur école. Et donc, en fait, il faut les sortir. Il faut qu'ils rencontrent d'autres directeurs adjoints, qu'ils rencontrent des formateurs habilités et formés à la gestion des comportements efficaces, et aussi leur fournir des outils, donc leur fournir un panel de stratégies. Voilà. Et pour terminer, je dirais que si on a beaucoup travaillé sur la professionnalisation du directeur récemment, je pense qu'il serait maintenant envisageable de penser peut-être au directeur adjoint, parce que c'est une fonction qui est peu reconnue. Selon la littérature scientifique, en fait, la fonction du directeur adjoint est considérée généralement comme tremplin à la fonction de directeur, et donc, en fait, C'est pas une vraie fonction en soi. C'est ça, on ne la développe pas assez. Or, vraiment, c'est un levier important pour les écoles, pour les élèves, pour les membres du personnel, et donc, il est vraiment important que la direction et son directeur adjoint puissent penser à, une politique préventive, proactive, vraiment, pour développer un climat scolaire positif, bienveillant, et pour accrocher aussi les élèves et veiller en sorte qu'ils réussissent leur scolarité. Voilà. Eh bien, merci Morgane, merci Marie. Vous pourrez retrouver le mémoire de Morgane sous cette vidéo, et nous aurons l'occasion de développer les réflexions autour de la gestion des comportements dans de prochains cafés.